Il va manquer une chaise, ce serait bien. Tu arriveras là. Ok. Tiens, 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 Arthur. Bien, on me demande de commencer pour tenir un petit peu les délais. Laure Adler est allée prendre un café. J'imagine que le décalage horaire est toujours un peu compliqué. Elle va arriver. Donc, nous allons aujourd'hui, enfin, c'est la table ronde un petit peu consacrée, qui est d'ailleurs rectangulaire, consacrée donc au théâtre français et plutôt, puisqu'on en parlait hier, au théâtre en France, hein, plus que le théâtre français, dans la mesure où la question de l'identité, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est peut-être pas la question la plus essentielle, ou en tout cas la plus importante à traiter en ce moment. Moi, je crois que ce qui a été dit hier et me paraît extrêmement intéressant sur cette idée de France terre d'accueil, de France lieu de passage, de France, et je ne dis pas Paris, moi. C'est-à-dire que si Paris se veut être l'arbitre des élégances, qui a toujours été plus ou moins le cas, le maillage, qui est un maillage extrêmement fort que Arthur soulignait dans son intervention hier, c'est-à-dire CDN, Centres dramatiques nationaux, pardon, scène nationale, danse, oui, c'est ça, art plastique aussi, puisqu'il y a aussi les FRAC, et puis les quelques théâtres nationaux que nous avons. C'est un véritable maillage sur l'ensemble de la France. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre, même si on est parisien, qu'on habite à Paris, que même si on voit passer un certain nombre de choses, on sait aussi qu'un certain nombre de spectacles passent par Paris, plutôt que vont aussi ailleurs dans l'ensemble de ce maillage. Et ça, c'est très important. Par exemple, que le TAP à Poitiers reçoive aussi Castellucci et tous ces gens-là, que tout le monde voit passer ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu particulier, même par rapport à un autre pays où le théâtre est tout à fait proéminent, extrêmement fort, qui est l'Allemagne. En Allemagne, c'est les gens qui voyagent, c'est pas les théâtres qui voyagent. C'est-à-dire, on prend le train pour aller voir telle chose à Hambourg ou ailleurs, mais pas les spectacles, eux, ne bougent pas, ce qui donne une autre allure, une autre manière de concevoir le théâtre. Donc, ça, c'était l'analyse qu'on a pu faire hier. L'autre analyse, c'était sur la question de la circulation. Et alors là, on va avoir 3 personnes qui circulent beaucoup. La preuve, c'est qu'il y en a une qui n'est pas encore là. Et donc, je vais donc présenter d'abord David, que vous connaissez déjà, et qui a représenté avant-hier une superbe pièce qui est un vrai théâtre de témoins, si je puis dire, et qui était Ceux qui restent, et pièce qui, je le rappelle, a obtenu donc en 2014 le prix de la critique de la meilleure création en langue française. Et donc David Lescaut n'est pas seulement universitaire, donc Olivier, oui, il pose des questions, mais il est aussi artiste, c'est-à-dire qu'il est censé y répondre, et il est auteur, comédien, metteur en scène, et aussi enseignant dans cette merveilleuse université qui est Nanterre, dans le département où nous sommes tous les deux. Et David est à la fois donc comédien, metteur en scène, il a monté Troilus et Cressida, il a monté Les Derniers Jours de l'Humanité de Karl Kraus, mais aussi ses propres textes. Pour mémoire, Un homme en faillite, L'Européenne, qui est un texte que j'adore, La Commission centrale de l'enfance, qu'il a joué il n'y a pas longtemps, ici même à New York, et puis Le système de Ponzi, dont on a parlé avec les étudiants l'autre jour. Et là, il s'en va juste après ce soir à Pékin pour travailler justement et pour mettre en scène et jouer
son travail cette fois sur la question du réchauffement de la planète, et on en parlera sûrement. Arthur Noziciel, tout le monde le connaît, merci Laure. Arthur Noziciel est donc comédien, metteur en scène, il a dirigé, et il dirige encore, je crois, jusqu'à la fin de l'année, le CDN d'Orléans. Il est maintenant, à partir de janvier 17, au TNB, qui est le grand théâtre de Bretagne, à Rennes. Il prend la suite de Le Pilouer. Donc Arthur est quelqu'un qui est aussi très souvent, qui fait le pont entre, il circule donc entre la France et les États-Unis. Je rappelle quand même que tu as travaillé régulièrement à Atlanta, tu as joué 2 pièces de Coltès, et à Chicago, à Athènes, au Festival d'Avignon, ça on sait aussi, et je crois, si mes souvenirs sont exacts, que tu as travaillé aussi avec Laerty à Boston. Donc tu es habitué, il suffit de t'entendre parler aussi anglais pour savoir que tu es habitué à ce qui se passe ici, tu connais ces réalités, et je crois que ça c'est tout à fait important de voir quelqu'un qui est entre la France et l'étranger, et pas seulement les États-Unis. On en parlera sûrement quant à tous tes titres, etc. Quoi dire, Théâtre de Lorient, ensuite en France, La place des héros de Thomas Bernhard, qui pour moi est un point très important, et puis Karski, Yann Karski, dont on a parlé beaucoup ces derniers temps. Et enfin, Laure Adler, qu'on ne présente pas, mais qui néanmoins a besoin quand même d'être présenté pour ceux qui n'écouteraient pas la radio et qui ne regarderaient pas la télévision. Et je crois que c'est quand même quelqu'un qui, moi je suis très, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très intimidé d'être intervieweur de quelqu'un dont j'adore les interviews, parce que vous savez aller directement au cœur non seulement des auditeurs, mais aussi de la personne avec laquelle vous parlez. Et je crois que ce travail que vous faites, non seulement à la radio, mais je pense à certaines émissions, pour moi une émission culte qui est à Voix Nue, mais aussi ce que vous faites maintenant, puisque vous avez, je crois, vous n'êtes plus, depuis août, vous ne faites plus hors champ, mais j'ai entendu aussi bien l'heure bleue, Studio Théâtre et Permis de penser, ça c'était jusqu'en juin dernier, et en ce moment donc l'heure bleue. Je crois que c'est un moyen pour nous, y compris pour les gens qui sont ici à distance, puisque vous pouvez écouter ça à distance, d'entendre véritablement une parole que vous libérez, que vous ouvrez plutôt que libérez, avec les grands auteurs et entre autres, puisque ça va nous intéresser, les grands metteurs en scène du moment. Et en plus, vous êtes écrivaine, nombre de biographies, nombre d'essais. Pour moi, je sais pas, je dirais simplement que Le bruit du monde ou la vie quotidienne dans les maisons closes, c'est des choses intéressantes. Voilà, alors on va démarrer tout de suite sur la discussion qui précédait directement. Hier, quand on parlait de tout ça avec Arthur, tu disais la situation est meilleure qu'il y a 10 ans. Bon. C'est un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, puisque vous êtes tous les trois, d'une certaine manière, autrement, les uns par rapport aux autres, à la fois observateurs et acteurs de ce qui se passe au théâtre. Donc on va commencer par Arthur. Toi tu repères quoi en ce moment comme élément principal ou éléments principaux, comme voie intéressante du théâtre, encore une fois, en France. Pas forcément du théâtre français. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Apparemment oui. Et si oui, quoi? Et comment tu prends position par rapport à ça? Enfin, j'ai pas dit que c'était mieux. Hein. J'ai dit qu'il se passait quelque chose qu'il y a 10 ans, on avait l'impression qu'il y a quelque chose qui s'épuisait au théâtre, qu'il y avait une façon de faire ou des formes qui trouvaient une sorte d'épuisement. Quand je parle de théâtre public. Je suis un pur produit du théâtre public. J'ai été formé dans une école qui était dans un théâtre national par un metteur en scène qui s'appelait Antoine Vitez, qui a été quelqu'un de très important, justement en tant que metteur en scène, mais aussi au niveau du discours. Donc je viens de ce monde-là quand je parle. Je viens du théâtre public.
de l'école publique, ensuite d'une école d'acteurs publics, et après j'ai travaillé comme acteur essentiellement dans le théâtre public, et j'ai dirigé des théâtres publics. Donc ma parole est liée à je dirais, à ce terreau, à ce milieu, et mon engagement de metteur en scène aujourd'hui est profondément lié à ça. Ce que je peux remarquer pour aller vite, si on doit parler de tendance ou de perspective, comme c'est écrit dans ce programme, il y a toujours une présence assez forte, peut-être même plus forte, d'auteurs metteurs en scène, c'est-à-dire d'auteurs pour le théâtre qui mettent en scène leurs textes. Donc on en a deux là, il y a Olivier et David, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi peut-être l'envie que certains ont eue en sortant d'école nationale, et pas seulement d'ailleurs d'école, on va dire, peut-être de travailler ensemble sans forcément se poser la question du metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, il me semble qu'il y a aujourd'hui aussi beaucoup de collectifs et qui développent ce qu'on appelle, moi j'ai jamais tellement compris cette expression d'écriture de plateau, parce que la mise en scène est de l'écriture de plateau a priori. Mais bon, on utilise en ce moment ce jargon pour parler de gens qui ensemble vont, à partir de différents matériaux qui peuvent être des témoignages, des choses qu'ils écrivent, des improvisations, des extraits de textes qu'ils vont aller chercher dans des romans ou dans du théâtre, enfin, à partir de ça, construire des spectacles. Donc je pense à des gens comme Das Plateau, Les Chiens de Navarre, voilà, il y a pas mal de collectifs comme ça en ce moment. J'ai aussi l'impression qu'il y a des questions posées qui ne se posaient pas avant. La question de la diversité, de la représentation des diversités sur les scènes publiques, où on pouvait reprocher au théâtre français d'être très très blanc, à la fois dans les auteurs, les metteurs en scène aussi les acteurs, et qu'il y a eu là en tout cas il y a une espèce d'accélération de la prise en compte de cette donnée-là. Peut-être aussi une génération qui se pose moins la question de la frontière justement, et qui va voyager plus facilement, va travailler plus facilement dans des langues différentes, ou va rencontrer plus facilement d'autres artistes d'autres pays avec lesquels ils vont travailler, et puis justement dans le même ordre d'idée, des metteurs en scène qui peut-être à la fois par goût, par formation, comme ça a été mon cas d'ailleurs, vont travailler assez naturellement avec des artistes d'autres disciplines. Et avec l'idée de faire du théâtre. Donc je ne parle pas de faire des projets, on va dire, pluridisciplinaires avec, voilà, d'un côté il y a un musicien, à côté il y a une danseuse et à côté il y a un acteur, mais des projets qui vont vraiment essayer d'impliquer des artistes, plasticiens, musiciens, chorégraphes, dont la finalité reste un objet, on va dire, qui est proche du théâtre, avec en général des gens qui s'appuient sur le texte, qui vraiment travaillent un théâtre de texte, mais peut-être avec une vraie conscience des enjeux esthétiques de leur temps, et avec l'envie de croiser ça avec des artistes d'autres disciplines. Voilà, donc ça c'est un petit peu général, mais c'est un sentiment que j'ai par rapport à ce que peut mettre en place en ce moment, on va dire, une nouvelle génération de metteurs en scène, de compagnies. Ouais. Merci. Alors, on reprendra probablement point par point ce que tu viens de nous dire, mais il me semble que la question de travailler ensemble, des collectifs qui se montent, d'une part, la sensibilité de plus en plus forte à la question de la diversité, et on le voit aussi au niveau du recrutement des écoles, puisque je vois un peu comment fonctionnent, en tout cas, deux des écoles que je peux connaître, qui sont le TNS d'un côté et le conservatoire aussi. Il y a visiblement une attitude, et de la part de Nordet et de la part de Claire Lannes, qui est une véritable recherche d'ouvrir en tout cas à la diversité. Et troisièmement, la question des frontières avec les disciplines, la frontière, et d'une part les frontières géographiques, et d'autre part les frontières disciplinaires sont en train de sauter. Alors, Laura Adler, vous qui observez, non seulement qui observez, mais qui parlez avec ce monde, quelle grande ligne vous tracez aussi dans ce que vous observez du côté voilà, de ce qui avance, de ce qui bouge un petit peu en ce moment? Contrairement à mes camarades, je ne suis qu'une spectatrice, et eux, ils sont les metteurs en scène. Donc moi, je ne fais que regarder, toujours avec beaucoup d'attente et d'émotion.
Donc je ne suis pas du tout dans la même position, mais par contre, j'ai la chance, peut-être contrairement à eux, d'aller voir peut-être plus de choses, parce qu'eux, ils sont contraints d'être dans leur propre imaginaire et de pouvoir essayer de le traduire sur un plateau. Moi, ce que je constate, et je trouve qu'on ne le dira jamais assez, c'est que les théâtres en France sont pleins. Et qu'ils sont tout le temps pleins. Moi, j'y vais tout le temps, tous les soirs pratiquement. Et c'est tout le temps plein. Et c'est pas tout le temps plein avec des abonnés vieillissants, Kakoshim. Non, c'est tout le temps plein avec beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes qui viennent en bande et qui, à chaque fois, quand je les écoute sortir du théâtre, disent... On va revenir, qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as vu dans la programmation, et qui s'échangent déjà des prochains rendez-vous pour aller de nouveau au théâtre. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, je dirais, parce qu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas autant de renouvellement de génération dans les salles de théâtre, et il n'y avait pas autant de fraîcheur d'esprit et d'attente du public qui n'a pas envie de venir confirmer des options esthétiques, mais qui vient pour être étonné, ou qui vient sans avoir jamais lu un texte ou un auteur, mais qui vient pour être remué, je crois, au plus profond de soi-même. Donc je pense que ça, c'est très important à souligner, cette attente que nous avons du théâtre public, et Arthur a raison d'insister sur ce théâtre public, parce que le théâtre privé répond à une autre économie, à un autre formatage, et à une autre attente, et même à une autre définition du théâtre que le théâtre public. Et donc, déjà, il y a ça. Et puis, autre donne, je trouve, là aussi, peut-être depuis 5-6 ans, c'est très difficile de dater ce qui appartient à l'histoire des mentalités, mais je trouve que le mot même de théâtre résonne autrement. C'est-à-dire que je trouve que tout fait théâtre. Quand on va voir une chorégraphie, c'est aussi du théâtre. Quand on va voir un concert d'un chanteur, c'est aussi du théâtre. Ce sont des disciplines qui ont été irriguées par ce qu'apportent les metteurs en scène de théâtre et qui les ont incorporées au plus profond d'eux-mêmes. Et que donc, l'idée d'attendre finalement la délivrance d'un texte ou une compréhension quelconque de quelque chose qui appartient à notre patrimoine commun, je crois, c'est complètement évanoui de l'idée de ce que ça veut dire être spectateur. On vient pour être étonné, déplacé, dans tous les sens du terme, déplacé de manière artistique, de manière esthétique, de manière intellectuelle, de manière théologique, pour revenir à ce qu'Olivier a dit, parce qu'il y a une attente, je pense, très profonde de la part des spectateurs, non pas pour chercher du sens, parce qu'on n'en est plus là en France à chercher du sens, comme si le sens était quelque chose de monothéiste, comme une sorte de religion monothéiste, mais pour chercher des sens, une multiplicité d'essences. Et je trouve que le théâtre s'est beaucoup développé. Olivier Pi y a beaucoup contribué, mais ça a fait des enfants. Il y a maintenant des enfants d'Olivier Pi, il y a maintenant un renouvellement des générations. Mais le théâtre aussi a quelque chose à voir avec l'attente philosophique, avec une sorte de méditation. Et je pense que nous, spectateurs, ce que nous attendons du théâtre, et pour le moment, c'est absolument incroyable. Je disais tout à l'heure que quand on est à Paris et qu'on voudrait aller au théâtre tous les soirs, non seulement on le peut en ce moment, mais quand on le fait, on manque à chaque fois, par semaine, au moins 3 ou 4 choses importantes. Donc nous vivons dans une sorte de force de proposition. Ce n'est pas seulement la programmation des théâtres, c'est aussi une sorte de vitalité, et je dirais même plus que ça, enfin, d'appétit incroyable de différentes générations, parce qu'il n'y a pas de quoi faire une sorte de lutte des classes entre les générations. Il y a aussi bien des très jeunes que des plus confirmés, que des maîtres très anciens. Vous avez cité Claude Régis tout à l'heure. Eh ben, en ce moment même, au Théâtre des Amandiers à Nanterre, il fait une proposition esthétique absolument hallucinante. Et qui est dans le Théâtre des Amandiers à Nanterre tous les soirs pour aller voir le poème de Trakel que montre Claude Régis avec un seul acteur dans une sorte de vaisseau sensoriel où l'acteur n'est plus acteur, mais il est atteint par le texte qu'il est en train de proférer, c'est-à-dire cette sensation de vertige. Est-ce que c'est de la danse ? Est-ce que c'est du théâtre ? Est-ce que c'est de la philosophie ? Est-ce que c'est du poème ? Pour rebondir sur le terme qu'a employé Olivier
et qui, à mon avis, est très important aujourd'hui. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça le comble tous les soirs, et qu'il y a dans le public des gens très jeunes. Oui, tout voilà. à fait. Donc, je crois qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses, et on ne peut pas parler d'une unicité du théâtre aujourd'hui, mais d'une contagion de ce qu'apporte le théâtre dans beaucoup d'autres disciplines. Même les arts plastiques, parce qu'en ce moment, au musée d'art moderne de la ville de Paris, au palais de Tokyo, vous avez des jeunes artistes. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait Tino Segal dans le cadre du festival d'automne? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il invite des metteurs en scène, il invite des écrivains, il invite des danseurs. Et qu'est-ce qu'il nous fait à nous? Il invite les spectateurs à déambuler dans différentes salles, donc il nous déplace dans tous les sens du terme. Donc je trouve que non seulement le théâtre est un art majeur, mais qu'en ce moment même, il a opéré une forme d'existence, non pas de l'apparence, mais de la présence. Et là, je vais employer le mot présence avec un grand P pour... Voilà, de la présence sur ce qu'on appelle le plateau. C'est intéressant parce que c'était il y a quelques années encore, on entendait parler du théâtre comme d'un art un peu désuet. Ouais. Et moi j'ai pas mal d'amis qui sont ou dans la musique électro ou des plasticiens et tout ça, ils disent ouais, le théâtre. Et en fait, beaucoup de gens sont aperçus dans tous ces métiers-là, d'ailleurs les plasticiens, des gens qui sont dans la chorégraphie ou la musique, à un moment sont mis à faire un peu de cinéma, sont mis à travailler sur plein d'autres formes. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y en avait une qui leur échapperait et qu'elle allait toujours leur échapper, c'est le théâtre. Le théâtre est un art difficile. Le théâtre est un art qui demande une pratique, un certain rapport justement à la présence, à l'invisible, quelque chose qui obéit à des lois qui sont aussi des lois singulières, et que ça ne se fait pas comme ça. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, qu'il y a eu la découverte de cette forme, qui est aussi une forme de rencontre, dans une période justement où on nous parle beaucoup de numérique, de digital, etc., il y a des espaces qui sont des espaces où on se donne le temps et le lieu pour se reconnecter à des choses qui sont de l'ordre du sensible, de la présence, de tout ça, et que ça répond à une attente. Et ça donne, chez des gens qui ont une curiosité aujourd'hui, voire une nécessité à l'ouverture des sens, dans une période où justement on veut verrouiller le sens, et une période à laquelle on essaie de donner une seule interprétation possible au texte, le théâtre est un art de l'interprétation. On fait jouer le sens, on le fait varier, ce qui me semble aussi très nécessaire. Mais disons qu'avec ces deux phénomènes-là, ce rapport au sens, au pluriel, et même au sens comme l'ordre de la sensation ou de la sensualité et de la présence, font que d'autres artistes ont voulu aussi investir ce champ qui continue de leur échapper, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, il y a une vraie irrigation du théâtre dans les autres disciplines, ce qui est aussi quelque chose de, on va dire, de plus récent. Oui, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on pourra rebondir après. C'est-à-dire que cette idée du théâtre comme élément principal qui permet d'inquiéter non seulement le sens, mais aussi l'essence. Et là, je cite directement Didier Berman sur l'inquiétude du voir. Et le problème, c'est que ça s'étend. C'est pas seulement le voir. C'est quand on regarde un petit peu ce qui se passe du côté du théâtre du Radeau ou du côté de Christiane Loupin, c'est véritablement faire en sorte que ce soit l'ensemble des sens qui soient convoqués de manière à nous inquiéter, de manière à ce que nous soyons dans un état d'exigence par rapport à ce que nous ressentons et ce que nous comprenions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, décidément, je cite les critiques, mais je crois qu'il faudra revenir aussi sur la question de l'Assemblée. Il y a un livre superbe qui vient de sortir, qui est sorti l'année dernière de Judith Butler sur la question de l'Assemblée, justement, qui me paraît aussi tout à fait intéressante, puisque la question de l'Assemblée, c'est véritablement la question du théâtre, c'est telle que vous la posiez, Laura Adler, tout à l'heure, sur ce plan-là. Bon, je voudrais juste avant de revenir... Pardon. On va y venir justement, mais l'idée c'est que on s'assemble pas pour rien. Bon, on s'assemble pour penser ensemble, pour s'inquiéter ensemble, pour se poser des questions ensemble, pour voir aussi des réponses et pour pouvoir les critiquer. Autrement dit, pour juger. Et ça s'appelle un truc politique, même s'il est esthétique. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais là je dis en 3 mots ce sur quoi Butler est. Alors, David, maintenant, alors ce qui serait
je crois, intéressant, c'est par rapport à toi, ce que tu fais. C'est-à-dire, comment tu mêles. Parce que, bah oui, parce que l'idée, quand je te vois travailler sur, d'une part, le collectif, c'est-à-dire, on se rassemble après avoir travaillé ensemble. L'idée de, on dépasse un certain nombre de frontières disciplinaires. On fait un certain nombre de spectacles qui engagent la chorégraphie, la musique, toi-même comme auteur, toi-même comme metteur en scène, hein, et d'une certaine manière aussi toi-même comme enseignant. Alors, juste pour faire plaisir à Laure, quand elle parlait de régie, on fait un séminaire à Nanterre avec Sabine Chiriconi et Claude Régis, et tout le monde se bat pour y aller. Ça m'étonne pas. Et c'est un séminaire de quatrième année, enfin pour nous de quatrième année, c'est-à-dire de Master 1. Donc, il y a, c'est pas seulement l'effet de curiosité pour voir un monstre. Non. C'est vraiment parce que ce qu'il fait les intéresse et lui-même, qui peut être fatigué, etc., grâce à Sabine, se met à la disposition des étudiants pendant 4 ou 5 ou 6 ou 7 séances pour travailler avec eux. Et non seulement ils y sont sensibles, mais ils pensent avec lui. Voilà. Donc ça me paraît tout à fait important. Fin de la parenthèse anecdotique. David. Non, mais je vais essayer d'en parler par rapport à ce qui a été dit avant, par rapport au panorama et aux questions qui ont été soulevées, parce que je suis d'accord, là, du coup, à tous les deux, vous avez, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je parlerai un tout petit peu de la position de l'auteur-metteur en scène, puisque c'est celle que j'occupe. Quand j'ai commencé, donc il y a une quinzaine d'années, c'était très mal vu. Donc, parce que le modèle en France restait, je pense, le duo Chéreau-Coltès. C'est-à-dire que chaque fois qu'un jeune metteur en scène apparaissait, on se demandait si c'était pas le nouveau Chéreau. Et chaque fois qu'un auteur apparaissait, on disait que c'était peut-être le nouveau Coltès. Ça, c'est terminé. Ce modèle-là, c'est plus celui qu'on cherche. Donc, il a été remplacé par d'autres. C'est quand même un signe. Je sais bien que tout ça, c'est parfois artificiel, mais voilà. Donc, d'une certaine façon, au début, j'ai dû me battre un peu pour affirmer ça, parce qu'on me disait, bah oui, mais alors non, il ne faut pas mettre en scène ses propres textes, parce que vous n'aurez pas de distance. Alors je disais, bon, alors on voit bien ce qui reste derrière tout ça, quand même, des dogmes qui sont là, c'est plus la première main, on pense à Brecht, on pense à des choses comme ça, mais c'est encore un peu vivace. Disons que c'est la queue de comète de cette pensée brechtienne qui a irrigué le théâtre français depuis l'après-guerre. Bon, bah, je disais, bah oui, la distance, mais enfin, il n'y a pas que la distance dans la vie, quoi. On ne fabrique pas des spectacles avec que de la distance. Et aujourd'hui, bon, comme vous le disiez, c'est une position, grâce à certains qui ont eu beaucoup de succès, qui ont affirmé les choses. Évidemment, Olivier, Pi, Joël Pomera sont des gens, Wajdi Mouawad, sont des gens qui ont eu beaucoup de succès, on aime ou pas, mais en tout cas, ça a été reconnu et maintenant cette position, elle est légitime et défendue par certains directeurs de théâtre aussi. Par exemple, Emmanuel de Marcy-Motta, avec qui je travaille, a toujours défendu cette position, alors que Gérard Violette, qui était le précédent directeur de la Colline, du théâtre de la Ville, quand je suis allé le voir au début, parce que j'ai travaillé avec les deux, me disait j'aime bien votre texte, mais vous préféreriez pas qu'Emmanuel de Marcy-Motta le mette en scène? Et donc non, voilà. Bon bref, ça c'est une première chose. Après, moi j'aime les choses impures. Voilà, je milite pour l'impureté. Je n'aime pas les formes pures, mais j'aime pas l'idée de la pureté non plus. De même que j'aime pas l'idée des origines, j'aime pas l'idée de l'identité. Toutes ces choses, pour moi, relèvent du même ensemble sémantique. Donc, je cherche à opérer des mélanges, à mélanger des éléments les uns avec les autres, et je suis très attentif quand d'autres le font. C'est-à-dire que, d'abord, c'était la musique, puisque c'était quelque chose que je pratiquais, et que je pratiquais même avant de faire du théâtre. Je rêvais de quelque chose qui soit musical, mais en même temps avec un texte original. Je ne voulais pas monter des textes de répertoire, mais je voulais qu'il y ait un texte. Je voulais que les acteurs aient quelque chose à jouer, donc je produisais le texte. C'est une chose très importante pour moi. Je suis sensible à ce qu'a dit Olivier Pi tout à l'heure. Je pense en fait que le théâtre doit rendre des textes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenter de s'approprier des textes qui existent déjà. Que ces textes appartiennent au monde théâtral, au genre dramatique ou à d'autres genres.
Si on continue à pomper, c'est très bien, mais c'est comme les ressources naturelles, ça va se tarir. Il faut produire des textes pour le théâtre. Il faut produire des textes originaux pour le théâtre. Et ça, pour moi, c'est la vraie question. Bien plus que écriture de plateau, écriture de bureau, écriture de métro. On écrit où on veut, où on peut, quand on veut, c'est très bien. C'est formidable, mais c'est un gage de rien du tout que l'auteur soit assis au bord du plateau pour écrire un texte. C'est un gage de rien. Voilà, il le fait s'il le voulait. Molière le faisait déjà. Jean-Claude Grimbert, qui n'est pas un parangon de la modernité, le faisait. Il faisait improviser ses actrices pour une pièce qui s'appelait L'Atelier. Ils écoutaient ce qu'elles disaient, puis ils le notaient le soir. Il arrivait le lendemain, s'était mis en forme avec sa langue à lui. Ça existe depuis toujours. Bon, bref. Mais c'est une formule de cabinet ministériel qu'a fait Flores. Méfions-nous-en, elle n'est pas parfaite. Elle ne permettra pas de couvrir toute la diversité des expériences qu'elle voudrait désigner. Donc je dis ça, il faut produire des textes. Je rêvais de ça, mais je rêvais de mélange. Et j'avais observé chez certains, je voyais des mélanges. J'allais voir des spectacles de Jan Lowers, par exemple, et je voyais qu'on exprimait quelque chose, par exemple qu'un danseur dansait le clitoris de la comédienne principale. Son rôle, c'était le clitoris de la comédienne principale. J'aimais bien ça. Je me disais, mais oui, bien sûr. On peut diffracter les choses, on peut les éclater, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Donc j'aimais, en fait, ce que j'aimais là-dedans, c'était l'imagination. C'était que l'imagination pouvait se irriguer à peu près tous les domaines et s'exercer dans des disciplines différentes, et puis ça faisait un objet. Donc je crois que je rêvais de choses un peu comme ça. J'ai fini par incorporer au fur et à mesure les éléments les plus divers. Au début, c'était plutôt la musique, le chant. Et puis est arrivé un peu plus tard avec ma rencontre, notamment avec un chorégraphe danseur africain de la vallée, Bidiefono, avec lequel on avait fait il y a 5 ans un sujet à vif à Avignon, qui est devenu ensuite un spectacle plus long. Voilà, c'est au gré de rencontres. Maintenant, avec le cirque aussi, un circassien maintenant qui est de formation scientifique. Donc pareil, pour moi, c'est un être de la Renaissance. Moi, j'adore à la Renaissance la formule poésie scientifique, par exemple. Je trouve ça génial. On fait de la toutes les sommes scientifiques sont contenues dans un poème de la Renaissance qui s'appelle La Semaine de Dubartas. C'est extraordinaire. L'ensemble des connaissances du temps, c'est dans quoi? C'est pas dans une encyclopédie, c'est dans un poème. Je trouve ça extrêmement bien comme idée. Donc moi, j'ai envie de réinvestir des choses comme ça. De la poésie scientifique, faudrait réfléchir à ce que ça pourrait être aujourd'hui. Et en tout cas, ces hybridations, ces mélanges, ces métissages, ces impuretés, c'est d'une façon ce que j'essaye de faire en permanence. Je suis très attentif quand d'autres le font. Je regarde par exemple qu'à Paris, il y a un lieu nouveau qui s'est ouvert il y a quelques années qui s'appelle le Montfort. Et le Montfort, c'est une des programmations pour moi les plus vivantes, les plus neuves à Paris, parce que ça a intégré le nouveau cirque, mais aussi la danse, mais aussi les spectacles métissés, hybrides. J'ai eu la chance d'y jouer. C'est là que j'ai créé, comme par hasard, Ce qui reste, qui n'est pas un spectacle très chorégraphique, vous en conviendrez, ceux qui l'ont vu. Mais c'est dans ce théâtre où il y a des expériences un peu neuves. Et voilà, je regarde ça, je vois que chez les jeunes générations, on a envie de faire ça. J'aime bien ce que vous avez dit aussi, que ce n'est pas que le théâtre qui s'approprie des formes nouvelles, c'est aussi les formes nouvelles. Enfin, c'est les formes extérieures au théâtre qui aussi, finalement, reconnaissent la part théâtrale dans ce qu'elles font et dans ce que le théâtre peut leur apporter. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on n'en avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent, et moi, j'y suis extraordinairement sensible. C'est la question du lieu. C'est-à-dire que, tout premier temps, je vous dis, est-ce que vous trouvez des grandes avenues? Est-ce qu'il y a des gens, des individus, etc. Et là, tu viens de me répondre, oui, mais il y a aussi les lieux. Or, en effet, ça me paraît très important d'identifier un certain nombre de lieux où il y a les possibilités de faire des choses. Je vois Marie-Christine Barrault qui est devant moi, et évidemment, la question de Barrault, c'était d'abord la question des lieux, c'est-à-dire comment aller investir des lieux, transformer une gare en théâtre, par exemple, ou un lieu de boxe en théâtre. C'est pas un hasard que là, ça s'hybride, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que on choisisse un certain nombre de lieux et qu'à partir de là, on les fasse bouger. Alors, ou en s'appropriant quelque chose qui devient un lieu, par exemple, St. Anne's Warehouse, on prend un entrepôt et on en fait un lieu de théâtre, ou alors, et alors ça va être la question peut-être pour Arthur, on a un énorme lieu qui est une énorme machine, qui est une machine institutionnelle, et Dieu sait quelle institution, grâce à Le Piloire, qui domine la Bretagne,
comment on fait pour le faire exploser? Ou est-ce qu'on ne le fait pas exploser? Enfin voilà. J'en sais rien. Oui. Je ne suis pas encore. Oui. Mais je ne sais pas s'il faut le faire exploser. Enfin, la question, elle est... Enfin, moi, j'ai beaucoup hésité. Je n'étais pas forcément candidat pour ce lieu parce que justement, je ne rêvais pas sur la personnalité de son directeur ou en tout cas des dernières années, qui a été pourtant un lieu extrêmement important et où des metteurs en scène et des aventures hyper singulières ont pu se développer, que ce soit le Radeau, Tanguy, Lango fait un moment, et puis après, enfin, plein de gens. Mais il y avait... Peut-être parce que aussi c'était un lieu qui, depuis 30 ans, n'a jamais été dirigé par un artiste. Et donc j'en avais une image plus institutionnelle. Et donc quand la question s'est posée, j'ai mis un peu de temps avant de me décider. Et puis, parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir ni avec le lieu, ni avec son histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, puisque quand des artistes dirigent des institutions, ils sont l'identité artistique du lieu. Donc le lieu devient le vêtement, devient la peau de ceux et de celles qui vont l'habiter. Donc je crois que là, après, on peut les réinventer vraiment, vraiment comme on veut. Je ne sais pas, en tout cas, des lieux comme ceux-là, je pense, en province, où je ne sais pas comment sont la question de lieux plus institutionnels ou plus anciens comme l'Odéon, la Comédie Française, qui peuvent avoir voilà, davantage une histoire ou un poids ou un mode de fonctionnement qui peut devenir contraignant. Les centres dramatiques nationaux sont des lieux qui se sont inventés grâce à la personnalité des artistes qui les ont dirigés et des artistes qu'ils y ont invités. Donc voilà, la question se pose plutôt de cette façon. Après, dans l'idéal, on devrait pouvoir construire des lieux pour les projets qu'on a envie de développer. C'est-à-dire, dans l'absolu, on a envie de faire du théâtre et d'inventer un rapport avec le public à une certaine nature. Et donc, on devrait pouvoir avoir la possibilité de dessiner et d'inventer les lieux dans lesquels on aimerait travailler et puis de les faire construire. Donc là, on rentre un peu dans les chaussures des autres, mais ça ne veut pas dire que... parce qu'il y a une génération quand même qui a inventé aussi les espaces et qui ont eu les moyens ou qui sont arrivés dans un temps où il était possible de penser le lieu en fonction de leur projet, dont on hérite nous maintenant. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ce lieu se réinvente avec les contraintes qui sont les siennes. Mais est-ce que tu vas réinventer le lieu comme Stanislas Nordet a réinventé le TNS, en quelque sorte, en faisant une politique collective d'artistes associés? Ouais, là, pour le TNB, en l'occurrence, il y en a 20. Déjà. Ouais, déjà. Donc on vient à 20, donc, qui sont des artistes metteurs en scène, mais pas essentiellement. Il y a des chorégraphes, des danseurs, des écrivains, cinéastes, plasticiens et musiciens. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent réinventer, mais en tout cas, c'est comme ça que j'avais envie de vivre cette expérience du TNB, c'est-à-dire un peu comme on l'a fait à Orléans, mais plus modestement, du fait de nos lieux et de notre budget. C'est nouveau dans le monde du théâtre, de direction d'un théâtre, c'est nouveau. Oui, peut-être que c'est une génération, notre génération a été peut-être plus... se sentait peut-être moins menacée par la génération suivante, ou en tout cas était plus à même de partager l'outil, ça c'est vrai. Je vois la plupart de mes collègues, ce soit... et des gens avec qui j'ai pu travailler pendant plusieurs années, comme Éric Vignier à Lorient, qui a très vite donné la possibilité à des très jeunes artistes de faire leur premier spectacle, que ce soit Éric Ruff, Ludovic Lagarde, Daniel Janto, Sophie Pérez. Moi, enfin, on a été plein à faire nos premiers spectacles à Lorient. Pascal Rambert à Gennevilliers. Enfin voilà, on est plein. Et aujourd'hui, la plupart des directeurs de centres dramatiques, on va dire de moins de 50 ans, et partagent vraiment l'outil avec d'autres artistes. Et Laura Adler, est-ce que c'est pas justement cette manière de faire, c'est pas un moyen aussi de déplacer le public? C'est-à-dire que l'idée d'associer non seulement un collectif et des membres associés, mais d'aller ouvrir du côté des arts plastiques, du côté du cinéma, etc., de faire un lieu où rien ne s'arrête. Je pense juste à... parce que là, dans le dernier numéro de Théâtre Public, il y a Mathilde Monnier dit à un moment donné, un petit peu comme le ferait Gwenaëlle Morin, en gros, il n'y a pas de contradiction, et il reste beaucoup de choses à faire, mais on pourrait y aller le matin, entre midi et 2h, voir des spectacles, on pourrait faire du théâtre pour les chômeurs, on pourrait faire du théâtre
tous les jours. Je pense que c'est à nous aussi, les artistes, d'inventer ça. C'est notre responsabilité. Ça, c'est Mathilde Monnier. Ce que fait Morin, c'est de jouer tous les jours, un peu, l'après-midi et le soir. C'est-à-dire d'avoir des lieux où rien ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est aussi un danger? Enfin, est-ce que ça dépasse le public? D'abord, peut-être Laura Adler. Ouais. Je crois que ça dépend de la personnalité de chacun. Ouais. Bon, quand vous voyez Wajdi Mouawad qui vient de prendre le théâtre de la Colline, il a décidé effectivement d'essayer d'ouvrir ce théâtre jour et nuit, en tout cas certaines nuits. Il a décidé aussi de jouer sur le quartier et d'intégrer une politique d'accueil des jeunes et des enfants et des adolescents. Ça, je pense que c'est quelque chose de très très important dans le théâtre d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quel que soit l'âge du capitaine de l'institution culturelle, elle et ils ont tous à cœur d'avoir une politique très active du côté des enfants. Et Olivier Py a, dans son programme du Festival d'Avignon, dès sa première édition, construit une partie de sa programmation vers les enfants. Je pense qu'il pourra prendre la parole, que c'est parce qu'il aime ça, mais c'est aussi parce que, évidemment, on prépare ainsi les spectateurs de demain et on les ouvre effectivement à cet art suprême. Donc ça, c'est très important. Wajdi Mouawad a repris ça dès qu'il a fait son programme pour la Colline. Quant à mélanger les collectifs avec la direction d'une institution culturelle, bon, pour reprendre l'exemple d'Olivier Py, mais il prendra la parole tout à l'heure, il y avait une politique par Vincent Baudrier, Hortense Archambault, d'artistes associés qu'Olivier a voulu arrêter pour reprendre la main, pour pouvoir établir, je pense, une programmation. Ça ne veut pas dire qu'il le fera éternellement, mais je pense que ça ne change pas grand-chose pour nous, spectateurs. Je ne crois pas qu'il y ait une nécessité d'avoir forcément une politique d'artistes associés pour créer la curiosité. Je pense qu'un artiste, ce qui est très important, c'est qu'il y ait des artistes à la tête des lieux institutionnels de théâtre. Parce qu'eux seuls peuvent établir une programmation ouverte, interdisciplinaire, et que la culture, en ce moment, elle est gangrénée, non seulement au niveau du ministère, mais au niveau du fonctionnement du ministère. Et comme, hélas, le fonctionnement du ministère a des échos dans les représentants du ministère, qui eux-mêmes siègent dans les jurys qui choisissent celles et ceux qui vont diriger les institutions culturelles, eh bien, le ministère de la Culture est gangréné par une culture technico-administrative qui éteint les propositions artistiques et qui va vers une sorte de gestion à la fois budgétaire, de gestion des publics, d'observation du cahier des charges. C'est pas du tout ça dont on a besoin. On a besoin de nommer à la tête des institutions culturelles des gens qui existent artistiquement, qui sont capables de prendre des risques et à qui on fait une totale confiance. Mais je dois dire que ce n'est pas du tout l'état actuel du ministère, ni son mode de fonctionnement. Arthur ? Oui, je trouve ça très juste parce que le problème n'est pas les lieux en fait, qui formatent, il y a une façon là administrative de penser ces lieux qui les formate. C'est-à-dire que on doit rendre de plus en plus de comptes, d'émissions, cocher des cases. Il y a une modélisation en fait, à la fois de la formation des acteurs, une modélisation de l'université, une modélisation des rapports entre les théâtres et les universités, etc., qui fait qu'en fait, on finit par tout faire rentrer dans des cadres et au bout d'un moment, tout finit par se ressembler. Parce que, ouais, voilà. Non, c'est très juste ce que dit Laure. Et l'endroit, et ouais. Ça suffit. Oui, non, on a exactement le même problème à l'université. Oui. C'est-à-dire, en gros, une technocratie qui se met en place et on se demande s'ils ne vont pas bientôt être plus nombreux que nous. Au ministère, ils sont très nombreux. Mais voilà. Dans les théâtres, Et ça, c'est un vrai problème. Et pour le théâtre, etc., c'est qu'on a dégagé, si vous voulez, ça me fait toujours penser à cette remarque sur la question du cancer où je crois que c'était, enfin, comique, qui disait que le cancer nourrit plus de gens qui n'en soignent. Parce qu'il y a, en fait, tous les systèmes. Non, mais bon, oui, mais il faut bien de temps en temps prendre un peu de distance. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Nous, en fait, on s'aperçoit que les ministères aussi bien de la culture que de la recherche, il y a quand même énormément de gens qui sont là et qui nous demandent de
passer et de remplir un certain nombre de cahiers des charges. Voilà. Alors ça c'est un des dangers, puisque on a entendu beaucoup de choses sur le fait que la France, c'est quand même un pays merveilleux pour le théâtre. Oui, mais il y a quand même aussi un certain nombre de difficultés qui sont en particulier des difficultés administratives. C'est-à-dire qu'on a le revers de la médaille de tout à l'heure. C'est-à-dire quand je dis ce qui est merveilleux en France, en tout cas ce qui est intéressant, c'est le maillage. C'est-à-dire qu'il y a du théâtre un petit peu partout et tous les jours sur l'ensemble du territoire. Mais en même temps, il y a un certain nombre, dans ce maillage, de rouages administratifs qui ont tendance à prendre, sinon le pouvoir. Bon. Mais en même temps, ça permet que personne n'échappe au maillage et peut-être faire quelque chose. Oui, mais c'est comme le paradis, si tu veux, une fois qu'on y est, c'est l'enfer. C'est-à-dire que... pardon. mais je veux dire que ce qui est important, c'est le mouvement. C'est pas le maillage. On est très très maillé, c'est sûr. Là, le maillage, il est complet. Il n'y a aucun endroit où on peut échapper. Il n'y a plus d'espace vierge. Mais en fait, s'il y en a, en fait, il faut en créer. Il faut en créer, il faut développer les choses. J'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une envie de continuer le théâtre, alors ça c'est clair, mais aussi de le faire sortir des théâtres, d'inventer des lieux, d'inventer des lieux qui soient en continuité avec la vie des gens, en fait. C'est-à-dire que les théâtres apparaissent quand même, les grosses institutions dont on a hérité, comme tu dis, c'est des espèces de gros paquebots qui ont été créés dans une pensée démocratique, de mélange des classes, de mélange de tout ça. Bon, bah, ils existent maintenant, et puis ils sont en béton, ils sont difficiles à démanteler, il faut les utiliser. Mais les gens ont envie de sortir dehors, les gens ont envie de faire du théâtre partout, ont envie de faire du théâtre dans la rue, ont envie de faire du théâtre dans les champs, dans les maisons, dans ce qu'on appelle des friches, c'est-à-dire des endroits qui sont à conquérir. Et je vois ça, moi, un peu comme en continuité avec leur vie. C'est-à-dire que les théâtres font un peu obstacle quand même à leur vie. Il faut interrompre sa vie pour aller au théâtre, on la suspend la vie. Les gens ont envie de consommer ça, enfin de consommer, c'est pas un beau terme, mais de vivre ça davantage dans un geste de continuité où il n'y aurait pas de différence avec les endroits où ils vont s'amuser, boire des coups, se rencontrer, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est une tendance forte, que les jeunes artistes s'y rêvaient de lieux, et quand ils rêvent de lieux, c'est plutôt sous cette forme-là. J'ai l'impression. Ça, c'est quelque chose qui change. Loretta, vous en avez rencontré de ces lieux-là, ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui vont directement dans le sens de ce que vient de décrire David ? Non, mais je crois que David a entièrement raison. Il y a un nouveau lieu là qui vient d'ouvrir, que certaines et certains connaissent peut-être à cause de la réhabilitation de MC 93 de Bobigny, qui est une friche industrielle à la Courneuve. C'est une ancienne usine, c'est des bâtiments industriels désaffectés depuis très longtemps. Là, Boris Charmatz a fait son nouveau spectacle qui s'appelle Danse de nuit le week-end dernier. Et il a évidemment adapté sa création au lieu. C'est-à-dire que c'était nous, public, qui déambulions dans l'espace, parce que ça doit faire, je ne sais pas, 600 ou 800 mètres carrés. Hein. Donc c'est une énorme usine désaffectée. Il n'y a rien. Il n'y a évidemment pas de lumière, pas de chauffage, pas de gradin, rien. Alors il a imaginé des hommes qui avaient des panneaux lumineux sur leur dos et qui indiquaient au public à quel endroit les danseurs allaient pouvoir faire leur prochaine performance. Donc nous, on a passé comme ça 1 heure à déambuler dans ce lieu. Et les danseurs, évidemment, n'ont pas dansé de la même manière que s'ils avaient été sur un plateau de théâtre institutionnel, puisqu'ils étaient à même le sol, sur des dallages disjoints, et avec plusieurs assemblées au même moment, puisqu'il y avait une multiplicité d'actions simultanées. Et évidemment, ça fait un spectacle qui est d'une intensité. Personne n'a vu le même spectacle. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et je rebondis sur l'idée de David. Qu'est-ce qui se passe ? À la fin du spectacle, quand les hommes avec leurs panneaux lumineux ont éteint leurs panneaux et qu'on se retrouve dans le noir, qu'est-ce qu'on fait ? On parle entre spectateurs et puis ça continue à discuter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis les danseurs viennent nous rejoindre. Et c'est ça aussi le théâtre. Oui, ça, je pense qu'il y a une attente terrible de ça sur l'indifférenciation des lieux. On ne va plus au théâtre pour être dans la solennité de quelque chose.
Et on redécouvre d'une certaine façon, ils ne sortent pas de n'importe où ces lieux, c'est des friches industrielles le plus souvent. Et ça, c'est intéressant. On a un projet avec Mulhouse, avec la scène nationale de Mulhouse avec laquelle je travaille. À Mulhouse, il y a des usines qui s'appellent les usines DMC, qui sont désaffectées, très très peu occupées, et qui sont des espaces d'une vastitude qu'on ne peut même pas imaginer. C'est un décor absolument incroyable, bien sûr, des anciennes filatures. Et on a envie de s'emparer de ce patrimoine industriel, ce qui fait que les gens vont le redécouvrir aussi d'une certaine façon. Et là, ça fait un lien avec quelque chose, moi, qui me semble important, parce que pour moi, le théâtre a toujours un lien avec ça, c'est l'histoire. Voilà. On peut faire ce qu'on veut, on peut être dans les choses les plus prospectives, les plus futuristes, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, le théâtre... Tu dis pas ça pour me faire plaisir. Non. D'accord. Mais Mathias Langhoff disait quelque chose comme ça. Le théâtre, c'est toujours un peu historique, même quand c'est tourné vers l'avenir, même quand c'est tout nouveau, même... voilà. J'y crois absolument. Et c'est pas du tout rétrograde de dire ça. Non, y compris dans la question de l'Assemblée, parce que ce que vient de décrire Laure Adler, c'est précisément le type d'assemblée qui pouvait y avoir sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire, en gros, un lieu où on discute, où on boit, et où aussi il peut arriver qu'on regarde ce qui se passe sur scène. Donc, on a cet ensemble... Non, mais ça me paraît très important pour revenir au concept que j'essayais d'amorcer tout à l'heure, de développer tout à l'heure sur la question de l'Assemblée, c'est que le théâtre, c'est d'abord un lieu d'assemblement, de rassemblement, sous le prétexte d'y voir de l'art. Bon, et ça n'empêche pas qu'on peut y avoir des émotions. Ça n'empêche pas. Mais l'idée, c'est en effet que ça entre dans la vie et qu'en même temps, on s'y déplace un petit peu pour avoir une conduite de citoyen, si je puis dire, à blanc et pas à blanc en même temps. Donc, et la manière dont vous développez la question du lieu me paraît extrêmement intéressante, puisque tout tient en fait dans ça. Tu me disais que David, tu rêvais d'un lieu, on parlait de la question de l'enfance, qui soit la récupération d'un lieu, en tout cas, mais où, en effet, ce que fait Olivier, puis sur le théâtre avec les enfants, etc., pourrait être un peu plus développé, et pas seulement au sein du festival. Oui, je pense. Non, mais partout. Enfin, ça c'est un enjeu très important d'aujourd'hui. Je pense que maintenant, à la tête d'un théâtre, on ne peut pas éluder cette question. Non, je ne sais pas. Mais la question de l'enfance, du jeune public, des adolescents, de tout ça. Oui. Non. C'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau, mais c'est fait autrement. C'est-à-dire que ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Peut-être que ce qui change, c'est que des metteurs en scène et des auteurs peut-être plus intéressants ou même qui ont des lieux vont à un moment s'intéresser, que le jeune public n'est plus réservé à des spécialistes du jeune public, et que, c'est ça qui a changé, et que Olivier, Pomera, Rambert, moi, toi, enfin on a tous fait un moment des choses, des spectacles ou une politique qui va dans ce sens-là. Mais aussi par rapport à ce qui s'est dit sur les gens qui sortent des théâtres et ces expériences dont tu parles, c'est pas aussi une chose nouvelle. C'est-à-dire que chaque génération réinvestit des friches, chaque génération réinvestit des usines désaffectées. C'est quelque chose qui se fait toujours en parallèle du rapport qu'on a au lieu, à l'espace plus solennel du théâtre. Je crois, pour ma part, que le théâtre a à voir avec un certain... peut-être de rituel, ou en tout cas, j'ai envie de dire que le théâtre tel qu'il existe, le lieu théâtre est aussi un dispositif. On peut le prendre comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui permet à l'Assemblée que quelque chose arrive, et qui est d'une autre nature que ce qui peut se passer quand tu es dans la fluidité de l'extérieur, et que c'est à nous aussi de repenser comment on change le rapport du spectateur à ces lieux, c'est-à-dire comment avec les outils du théâtre on va transformer le théâtre. Donc c'est pas forcément en les explosant, c'est pas forcément en faisant plus que du théâtre en extérieur, c'est aussi, comme disait Cézanne, il faut détruire la peinture avec la peinture. Et quels sont les outils que le théâtre nous donne qui permettent aujourd'hui éventuellement de changer ce rapport ou de réinscrire de manière plus prégnante le théâtre, le rituel du théâtre dans la vie des spectateurs. Et peut-être que c'est bien à un moment d'avoir un lieu aussi où on peut s'arrêter, où on va volontairement, parce qu'on sait qu'on va épuiser quelque chose et qu'on a besoin d'être dans ce lieu-là avec d'autres en même temps, d'arrêter le temps, d'être en suspens pour que quelque chose advienne. Donc ça, ce sont des expériences qui sont d'une autre nature que
que celles dont parlait David et Laure, qui sont aussi pertinentes, et c'est ça qui font que les gens aiment encore aller à la cour d'honneur, qu'ils aiment aller dans les lieux aussi incroyables du Festival d'Avignon, pour rompre peut-être, pour casser ce sens des rituels dont néanmoins ils ont besoin aussi par ailleurs. Et que c'est dans la complémentarité de cette chose, on va dire, plus intérieure et plus extérieure, de cette chose en suspens ou de cette chose en mouvement, que les gens arrivent à aujourd'hui trouver une circulation. Y compris dans des lieux justement qui sont des lieux récupérés, on peut réinstaller ce déplacement dont on parlait tout à l'heure pour permettre justement cette inquiétude. C'est-à-dire qu'on peut mettre un certain nombre de systèmes cérémoniaux ou de jeux avec cet espace-là, à la condition qu'il y ait quelque chose de dynamique, qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'oscillation. C'est-à-dire on va d'un point à un autre, et l'idée quand même, c'est d'essayer d'échapper au confort. Ou pas, ouais. Ouais, non. Enfin, en tant que spectatrice, moi je dis que j'aime bien mon confort, hein, surtout quand les spectacles durent 12 heures et quelquefois 24 heures. Ah oui, non, mais là, d'accord. Quand on est mal assis, on c'est apporte plus son rude. coussin. Hein. Oui, non, c'est vrai. Ah ben, ça en fait partie. Hein. Le confort, il est dans la proposition artistique. Ça en fait partie aussi. Je pense que c'est intéressant. Je pense que la notion de rituel, elle est très intéressante. Bah oui. Personnellement, je ne suis pas très attaché à la dimension rituelle ou sacrée du théâtre. Pour moi, ce n'est pas un espace sacré, ça ne l'a jamais été. C'est un espace de jeu. Et je préfère cette approche-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais le jeu est tout aussi sérieux que le rite, hein, pour moi. D'une part, et en plus, l'intérêt du jeu, c'est qu'il peut jouer avec le rituel. Mais tu as du rituel dans le jeu. Bien sûr. Non, mais absolument, il y a du rituel dans le jeu. Mais c'est pas sacré. Ouais. Oui, mais t'aimes pas quand des spectateurs partent au cours de ta représentation. Aller au théâtre, c'est pas aller au cinéma. Donc voilà. Ça me fait très mal. J'essaie de m'accommoder de cette réalité. Il y a quand même un peu un rite d'être là et un pacte entre ce qui se passe sur le plateau et nous, spectateurs. Oui, et en même temps, je n'aime rien tant que, et vraiment, c'est devenu une drogue, jouer devant des enfants, dans une école, par exemple, et je le dis très sérieusement, parce que devant des enfants de 7 ans ou de 8 ans, quand tout à coup ils sont captés et qu'ils regardent ou qu'ils se mettent à rire, et tous ensemble, alors là, ça triche pas du tout. Ça, c'est assez prodigieux. Ah, bien sûr, c'est le principe de comment conquérir l'Assemblée. Hein. Et l'Assemblée, elle devrait pouvoir entrer et sortir à peu près normalement, et c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'état du théâtre. Ce qui est intéressant, je pensais par rapport à la question à la fois des friches, du rituel, etc. Dernièrement, il se trouve que je suis allé voir un opéra dans un grand loft du côté de Brooklyn, joué par des gens qui sortent pour la plupart de Juilliard et qui montent Così fan tutte comme ça à l'intérieur d'un entrepôt. Ça m'a rappelé mes années très anciennes où il y avait exactement la même chose à New York, sauf que c'était à Manhattan, parce que Manhattan était dans un sale état. Maintenant, c'est du côté de Jefferson Street à Brooklyn. Mais n'empêche que ce qui est très intéressant, c'est que dans le même temps qu'on peut aller au Met la veille et payer très cher pour voir des choses absolument merveilleuses, avec des mises en scène médiocres, mais avec des chanteurs et de la musique extraordinaire. Dans le même temps, le lendemain, ou le surlendemain, on peut voir en effet dans une friche industrielle la récupération de ce genre de choses et des gens réellement prendre à cœur l'opéra dans un lieu où on n'attend évidemment pas ça, sauf qu'il y a uniquement des lumières avec marqué opéra, tout ça au milieu. Donc ça, c'est rien de nouveau. Mais c'est simplement dans ce jeu du déplacement, c'est-à-dire la veille le Met, le lendemain Jefferson Street. Et c'est comme ça que ça peut marcher. En tout cas, c'était l'impression. Il nous reste une petite demi-heure, un peu plus, pour ouvrir le Open the Floor. Peut-être, Olivier, j'aimerais bien que tu dises juste un petit mot à propos justement de cette idée de rituel auquel... évidemment. Mais je crois... Ou sur tout ce qu'on a dit. Hein, ce que l'Assemblée vient chercher, c'est absolument du sacré. C'est absolument rien d'autre que du sacré, et surtout pas du sérieux, mais bien du sacré. Bien sûr, cette transcendance dont je parlais, bon,
c'est peut-être un synonyme du sacré. Elle peut être tout à fait laïque, puisque le collectif est en soi déjà une forme de transcendance. Je crois que c'est ce que tu disais avec le mot politique, qui là devient synonyme. Le seul fait de se réunir, de pouvoir se réunir avec une attente dont il m'est difficile de dire qu'elle n'est pas de l'ordre du messianique, avec une attente de quelque chose qui est l'attente, je ne suis pas d'accord avec Laure, pas d'essence, mais du sens, véritablement du sens. Parce que des sens, je trouve qu'il y en a beaucoup dans tous les journaux. Mais le sens, c'est proprement ce que l'artiste nous apporte. Pas une explication, certainement pas une herméneutique, quelque chose qui est la plupart du temps au-delà des mots et qui donne véritablement notre place sous les étoiles. Alors oui, bien sûr, c'est le sacré qu'on vient chercher, bien sûr, mais pas forcément religieux, ça peut être tout à fait laïque. Mais si ça n'était pas le sacré, alors là, je pense qu'il n'y aurait pas de jeunes dans les salles. Ouais. Ben oui. Quelqu'un veut réagir à ça? C'est une profession de foi. Oui. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Oui, mais moi je voudrais ajouter quelque chose, Olivier. Quand tu dis l'attente c'est aussi l'attente d'être dans le même lieu, ensemble, et pas forcément pour assister à un système cérémonial sacré et avoir une assomption qui serait l'assomption d'un artiste, mais aussi pour jouer une société à blanc. C'est-à-dire entrer dans un système de contradictions et de discussion sur les contradictions mêmes, qui est le propre de l'Assemblée politique. Et pas seulement... Il faudrait pouvoir passer plus de temps sur ce mot même de sens. Parce que je crois que ça n'a pas le même sens. Quand on me demande quel sens d'un texte et ce que je crois être le sens. Évidemment, quand on dit du sens, il y a toujours un Dieu derrière. Donc il faut l'accepter. En réalité, le théâtre post-brechtien dirait c'est plutôt apprendre à vivre dans l'absence de sens, apprendre à trouver une dignité dans cette absence de sens. Moi, je ne le pense pas. Corneille aussi pouvait penser ça. Pouvait penser ça, mais pas seulement. Mais pas seulement. Il y a un Corneille très vertical aussi. Oui, je continue à penser qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Mais attention, le sacré, c'est aussi ce qu'il y a de pire dans les sociétés. Ce sacré, d'abord, n'est pas du saint, bien évidemment. Et ce sacré n'est valable que si, comme tu le disais, il a une dimension dialectique. C'est-à-dire que si nous l'échangeons démocratiquement entre nous. Sans quoi, il est de la violence pure. Mais nous jouons avec cette violence qui est la violence du sacrifice, donc le sacré, la violence du sacrifice. Mais c'est un sacrifice, bien sûr, symbolique, métaphorique. Non. Arthur ne veut pas réagir à ça. Bon, une autre question. Ah, il y a des questions. Oui. Moi, j'ai une question sur l'interprétation, parce que vous en avez peu parlé, ou alors de façon indirecte. Et je pose la question parce que j'ai réécouté Jean Vilar et le TNP dans Phèdre, il y a 50 ans. C'était une retransmission radiophonique, je crois, une version un peu écourtée. Et j'ai trouvé que ça a tellement vieilli, extraordinairement vieilli. Et donc, quand vous avez parlé du rapprochement des lieux de théâtre et de la vie, je me suis posé la question, est-ce qu'on voit la même chose dans l'interprétation ou en règle générale, comment vous pensez que l'interprétation a évolué ces dernières décennies? Voilà. Il y a une influence du cinéma et de la télévision qui est très forte. On le voit quand on fait des jurys pour des concours d'écoles d'art dramatique. En fait, on retrouve des tics ou des habitudes d'acteurs, mais qui viennent beaucoup du cinéma, de la télévision. Je pense qu'aussi il y a des codes d'interprétation qui viennent des petits classiques Larousse. Puisqu'il y a eu une mainmise d'un moment de l'éducation nationale sur le théâtre, et en fait le regard qui va être porté des fois sur le texte du théâtre, qui n'est pas de la littérature, qui appartient au champ du théâtre, parfois amène du commentaire ou de l'analyse qui va ancrer des stéréotypes, en fait, la notion de personnage, d'interprétation, etc., dont on a ensuite du mal à sortir quand on passe à autre chose, quand en tout cas on devient acteur ou actrice. Et
Ensuite, chaque génération, je pense, pas tout le monde, mais beaucoup de metteurs en scène et acteurs-actrices se posent quand même la question de qu'est-ce que c'est qu'être acteur, actrice dans le monde dans lequel ils sont. Après, c'est les écritures aussi qui forment l'interprétation. C'est-à-dire qu'en fonction des textes qu'on va avoir interprétés, des rôles, plus, disons, des fonctions ou des textes ou de l'écriture, le langage construit la réalité dans laquelle on vit. C'est pareil pour les acteurs. Quand on est sur un plateau, ce qu'on va devoir énoncer va quelque part, nous définir aussi comme acteur et comme actrice. Donc c'est le sens de ce qu'on dit et c'est comment on le dit, la forme de l'écriture. Est-ce que c'est une écriture serrée, ponctuée? Est-ce que c'est une écriture qui demande du souffle? Est-ce que c'est une écriture qui s'appuie sur le sentiment? Est-ce que c'est une écriture plus épique? Est-ce que c'est une écriture qui va aller chercher ce qu'il y a de plus narcissique chez l'acteur? Est-ce que c'est une écriture qui va aller chercher ce qui va l'engager à un autre endroit? On ne devient pas le même acteur ou la même actrice si on travaille sur des auteurs comme, je sais pas, Edouard Bond ou si on travaille sur Tennessee Williams, j'en sais rien, mais tout ça va nous constituer différemment, les rencontres, les recherches que chaque metteur en scène va faire avec les acteurs. Tout le monde ne travaille pas de la même façon, tout le monde ne cherche pas la même chose. Donc il est normal qu'avec le temps, les interprétations évoluent. Je parlais plus de la temporalité d'une œuvre pour revenir à Posy van Tutte. On ne chante plus du tout Mozart comme on chantait dans les années 50, Ah, bien sûr. dans les années 30. Complètement différent. Mais c'est très important. Je pense que l'évolution de l'écriture, elle est liée à l'évolution de l'interprétation aussi. Et je parle de toutes sortes d'écritures. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu beaucoup récemment de collectifs, en France notamment. Pour certains, il se passe du texte. Il n'y a pas d'auteur. Il ne faut pas qu'il y en ait. C'est une des conditions de la modernité, d'une certaine façon. Ni de metteur en scène. Ni de metteur en scène. Ça dépend lesquels. Ni de metteur en scène. Non, mais ça dépend lesquels. Elle donne un Oui. Tchekhov en ce moment, Oui, et c'est oui, le oui. respect absolu du Absolument. texte, et pourtant on l'entend différemment. Oui. Non, mais ça, là c'est très bien. Je parle vraiment de ces expériences qui... Alors parfois c'est fait avec beaucoup de talent, et il y a des choses intéressantes, mais parfois, simplement substituer le langage de l'acteur qui improvise au langage de l'écrivain qui invente le texte, c'est pas forcément un gain. D'autant qu'on ne gagne pas tant que ça en spontanéité et en présent, puisque finalement, si on va voir plusieurs fois le spectacle, ça se ressemble quand même. On reproduit, on fixe quelque chose qui a été inventé, certes en improvisation, mais l'improvisation, c'est rien d'autre que de l'écriture rapide. Et l'écriture, c'est de l'improvisation lente. Hein. Mais bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... supprimer l'un n'est pas le gage d'une modernité ou d'un bien, ou etc. Et c'est vrai que souvent, ce langage d'improvisation, moi, il me lasse un peu, parce qu'il n'est pas tant calqué sur... Il n'est pas tant une reproduction du vrai langage qu'une imitation de certains stéréotypes empruntés plutôt à des modes de représentation, type télé, série, etc. D'une part l'improvisation et d'autre part le jeu cinématographique ou télévisuel qui correspond aussi à l'utilisation du micro. C'est-à-dire qu'on a, tu parlais des concours, etc., très souvent, maintenant, dans le jeu du comédien, en tout cas dans le jeu un peu standard du comédien, une sorte de facilité cinématographique et donc de paroles qui semblent réalistes mais qui est néanmoins posée. Alors, question au détriment de... Moi, ce que j'ai vu dans ce numéro-là, c'est que en ce moment, les acteurs, non pas reprennent le pouvoir, mais réaffirment leur fonction. Je pense à Nicolas Bouchot, je pense à des gens comme ça. Laurent Poitrenaud aussi, qui le revendique très fort. Absolument. C'est-à-dire une revendication de l'acteur, non pas comme objet du réalisme transparent pour la télé, mais comme quelqu'un qui construit d'une certaine manière son langage à l'intérieur de ce champ de force qui est la scène. Est-ce que toi, tu vois ça en ce moment? Je pense bon, ça a dû sûrement aussi exister, mais c'est vrai que ça se dit plus. En tout cas, j'ai de plus en plus de camarades, acteurs, actrices qui jouent pour prendre en charge un projet politique, un projet esthétique, défendre une écriture. Et c'est pas se mettre au service d'eux. C'est-à-dire qu'à travers cet engagement qu'ils ont dans un rôle ou dans un spectacle, prennent eux-mêmes la parole, ou en tout cas construisent un chemin pour eux qui fait sens. Et c'est vrai que avec certains autres acteurs, actrices, on parle souvent de ça. Oui, c'est vrai. David? C'est très vrai ça, et ça je pense que c'est une tendance très forte d'autonomisation, disons de responsabilisation de l'acteur. L'acteur est responsable davantage de ce qu'il interprète, de ce qu'il crée. Je crois qu'il y a une très très forte demande là-dessus. Moi j'ai un ami qui est auteur, un auteur français qui s'appelle Christophe Pellet, et qui a une formule que j'aime bien
par rapport, juste pour désigner le contraire de ça, ce qu'on n'aime pas, c'est les personnages serviles. C'est quand les personnages sont serviles, c'est-à-dire quand ils sont là pour, finalement, et quand ils sont les larbins de l'auteur. Quand les personnages sont les larbins de l'auteur, qui sont là uniquement pour porter sa pensée, etc. Et ça va jusqu'à la question de l'acteur. Moi, j'ai l'impression que l'acteur, effectivement, a envie davantage d'être responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il joue. Par exemple, il y a un collectif, un jeune collectif que j'aime bien, qui s'appelle, les filles s'appellent La Galerie, mais elles font des spectacles qui s'appellent Vivipare. Les Vivipare, il y a un auteur, elle s'appelle Céline Champineau, elle écrit les textes, mais on a l'impression que les acteurs inventent leurs personnages. On a l'impression que les acteurs sont les créateurs de leurs personnages, alors qu'il y a quand même une créatrice du texte. Et ben, je trouve que cette équation, elle n'est pas impossible, et qu'elle est une bonne voie. Là, il y a justement une discussion entre Gaëtan Wurst, qui est celui qui travaille avec Ken sur l'effet de Serge, par exemple, ou Nicolas Bouchot, qui ont des jeux complètement différents, qui, l'un comme l'autre, prennent en charge, non pas leurs personnages, mais eux-mêmes. Et ça, c'est pas seulement Tegestan qui commence à tourner beaucoup. C'est véritablement, me semble-t-il, puisqu'on parlait, on essaie dans cette table ronde de prendre un certain nombre de lignes pour voir ce qui est en train de changer un petit peu, pas forcément d'avancer. Là, ce que je vois, c'est quand même ce point-là, David. Et aussi un jeu très fort, je trouve, avec les genres, avec le sexe. Ouais. Les personnages, ils sont de plus en plus désexués, ils passent d'un genre à l'autre, il y a quelque chose de complètement, une espèce de joyeuse anarchie là-dedans qui est très politique aussi. On parlait, par exemple, on a vu des choses. Je sais bien qu'on parle du théâtre français, mais moi, ce qui m'a marqué là quand je suis venu ici, c'était le spectacle de Taylor Mac. J'ai pas vu les 24 heures, mais il y avait quand même quelque chose de puissant. Olivier, il faut que tu le programmes à Avignon. Oui, je lui avais envoyé un mail, il n'a même pas lu. J'ai 50 mails par minute. Bon, bah voilà. Non, mais. Non, mais ce qui est là, par exemple, par rapport au sens, c'est intéressant parce que c'est une histoire quand même c'est une histoire américaine. C'est l'histoire des États-Unis. Ça s'appelle l'histoire de la musique populaire, mais en fait, c'est une histoire des États-Unis. Ça commence au début et ça arrive aujourd'hui. Et c'est en 8 parties de 3 heures. Donc il y a des chansons, parce qu'il est chanteur, c'est un très bon chanteur, puis il a des musiciens, etc. Mais il raconte tout ça, sous un angle bien précis, qui est l'angle de ce qu'on appelle les minorités, en fait. Donc à la fois les minorités ethniques, mais aussi les minorités sexuelles. Et l'affirmation des combats homosexuels, lesbiens, LGBT, etc. Si bien qu'on a l'impression que l'histoire américaine, finalement, elle culmine dans cette question, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de révélation qui arrive et un temps historique qui arrive, qui est enfin ce temps-là. Dans la salle, évidemment, majoritairement, la population est concernée, mais quand on est à l'extérieur, on se rend compte tout à coup de ce que c'est que d'être en minorité. Et là, il y a du sens, pour le coup. Il y a vraiment du sens. Mais ce n'est pas du sens sacré. Moi, je n'ai pas senti quelque chose de sacré, ça m'aurait dérangé si ça avait été sacré. Du sens historique, plutôt. Oui, plus, on ne va pas faire un truc sur uniquement Taylor Mac, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se retrouve là aussi déplacé, puisqu'il dit lui-même que ce qu'il va faire, c'est une histoire subjective des États-Unis. Donc on se retrouve là, devant cette subjectivité. Voilà, alors la question, Olivier, c'est de savoir si l'ensemble du spectacle peut passer en France, puisqu'il y a quand même beaucoup de jeux avec le public qui s'y prêtent à Sentence House merveilleusement bien. Je ne suis pas sûr qu'un public parisien revêche jouerait avec des balles de ping-pong et croquerait des pommes de la même manière. Mais il faut voir. Mon public n'est pas parisien. C'est vrai, ça tombe bien. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai envoyé un mot à toi et pas de Marcinota. Pour ne plus avoir sur le dos le public parisien qui n'est pas capable de jouer avec des balles de ping-pong. Voilà. C'est encore vrai. Il y a 2 questions. Voilà. Alors, d'abord, Josette et ensuite Sylvie. Je voudrais rebondir sur certaines des affirmations qui ont été faites. D'abord, je crois vraiment, comme vous le dites, que le théâtre français se porte très bien. Mais ce n'est pas parce qu'il se porte très bien qu'il ne va pas mourir
d'une certaine façon. Ça peut être à la fois un art majeur et désuet. Je pense que l'opéra est un art majeur et que par certains côtés, il est désuet. Ceci dit, il se trouve, Christian, tu dis, le théâtre se retrouve partout en France. Non, le théâtre reste un phénomène urbain. On sait très bien Non, qu'il... c'est faux. Non, ça, mais vous pouvez pas dire ça. Non, mais ça, c'est pas vrai. écoutez, Qu'elle finisse, il y a plein d'endroits en France où les gens ne voient pas de théâtre quand même. Comment non? Dans les villages, ils voient pas du théâtre. Non, mais après, on va C'est pas pas dans toutes les chambres à coucher, mais enfin, excusez-moi, mais là, ce qui a Mais été c'est mis en pas- place, le réseau qu'il y a, ce que les C'est artistes vrai. font dans ces lieux en allant décentraliser, même dans les endroits décentralisés, on continue de décentraliser. Donc on va dans les villages, on va partout où c'est possible. Moi j'ai joué un texte de Pascal Rambert, qui n'est pas un texte facile, à minuit et demi, dans une grange, dans la banlieue de Thionville, il y a encore 15 jours, un festival qui dure 3 jours. Non, ça on peut pas dire ça sur un pays à la taille de la France. Enfin, c'est incroyable, on peut pas... non. Je dis pas que c'est parfait, mais enfin, il y a quand même l'accès à la culture. Non, c'est vrai. Et quand qu'il même y a- largement. Et quand il n'y a pas de bibliothèque, il y a des bus avec des bibliothèques. Là, je vais jouer à Ah non, Lenginsberg mais- dans 12 villages du Loiret. Avec une espèce de petit camion qui projettera le film de Jean Genet, Un chant d'amour. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Et quand je dis ça, c'est pas pour me citer un exemple. On est des centaines à le faire. Ouais, ouais. Et dans les endroits où il n'y a pas encore eu de théâtre, les endroits où il n'y a pas eu de lieu, là, ça arrive. Il y a des festivals de lecture partout. Des Il y a, théâtres, pardon. des théâtres bulles qui vont de village Mais en bien village. sûr, On va jouer bien à 6 sûr. heures du matin pour les gamins et à 6 heures pour les familles. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est même une urgence. Tellement il y en a. Non, mais... Je sais pas, c'est peut-être dans le village où vous allez en vacances, il ne se passe rien. Prenons le Poitou. Bon, le moindre bled, un festival de lecture. Mais j'ai pas parlé de la culture. j'ai Non, mais on parlé parle de du théâtre. Mais prenons le Poitou. la même chose. Châtellerault, il y a un théâtre. Poitiers, il y a un théâtre. Et l'Encloître, qui est une... Poitiers, c'est une ville que je sache. Mais oui, mais tu sais que les gens ont des voitures. Oui, mais à bah, côté. Non, mais à côté de Poitiers, Quand il y a pas de voiture, il y a des Josette cars. Et quand il n'y a pas de à- voiture, il y a des Josette, bus. à côté de Poitiers, tu as la maison du comédien, qui est la maison de Maria Mais Cazares, avançons là-dessus. où il y a que du théâtre. Admettons. Bon, C'est dans oublions pleine Cambrousse. ce point. Oublions ce point. Néanmoins, les pourcentages du public, quel est le pourcentage de public allant au théâtre? Parce que beaucoup de spectateurs vont plusieurs fois voir des spectacles. Ce n'est pas un public différent. Je vais vous donner des chiffres qui ne sont peut-être pas ceux de la France. J'ai un regard qui vient de l'étranger, si vous voulez, où j'ai quand même passé 30 ans. Donc je vois le théâtre français un peu de l'extérieur. Et je me dis, le théâtre parisien, le théâtre français est extrêmement privilégié par sa richesse, par la quantité de spectateurs, de spectacles, c'est vrai. Mais les pourcentages pour, disons, le reste du monde, vous allez me dire ce qu'il en est vraiment en France, c'est 30% du public qui va une fois au théâtre par an. Une fois. 30% de... Oui. Non? C'est pas mal, hein. C'est Non. pas mal. C'est pas mal, ça. Ça On attendait comprend... moins. Oui. Attendez. On attendait 1%. D'accord. Ça comprend tous les spectacles. Ça comprend les spectacles amateurs, ça comprend des spectacles de chant, ça comprend tout. D'accord, mais 30%. où est-ce que vous C'est voulez en le même venir public que... Mais tu veux dire quoi Vous avec voulez en ça? venir où? Ben, c'est que 30% de ce 30%, il va 2 et 3 fois au théâtre. Est-ce que Et le il football reste était quelque 3%. chose qui va mourir? Attends. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Est-ce que le foot va mourir? C'est une bonne question. Oui. Ouais. Bon, ben, c'est très bien. Mais oui, mais c'est une donnée. C'est On n'y bien. peut rien. On aimerait bien que le foot triomphe. Mais Mais c'est-à-dire que souvent, Non, mais c'est... non, mais c'est-à-dire que souvent, il y a ça qui revient sur la table, mais c'est pour qui? Et je comprends pas ce qu'on veut toujours essayer de prouver par ça. C'est-à-dire que de toute façon, on touchera pas 100% des gens. De toute façon, 100% des gens n'iront pas 50 fois au théâtre dans l'année. Est-ce que c'est
qu'est-ce qu'on veut quantifier quand on dit ça, en fait? Ce que j'arrive pas à comprendre toujours derrière ces arguments, c'est où les gens veulent en venir. C'est-à-dire que ça sert à rien, ça touche pas assez de monde, c'est des dépenses inutiles, Non, ça ne pas change du tout. rien. C'est pas que Ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi derrière le... C'est que ça s'adresse à une petite partie de la population qui va beaucoup au théâtre. Mais oui. Non, en fait, parce que non, ça, c'est il y a, Paris, et encore. il faut arrêter. D'abord, on pense beaucoup Paris, je trouve, en général, quand on parle de théâtre, il faut arrêter. Paris est devenu une vitrine de la création qui se fait en province. Il faut vraiment ancrer ça. De la création, c'est-à-dire que la plupart des centres dramatiques et des centres chorégraphiques sont des lieux de création qui vont ensuite irriguer des théâtres parisiens et d'autres à l'étranger et d'autres lieux en province. Donc le public est un public, et je rebondis sur la question que vous posiez tout à l'heure sur le public bourgeois, etc. Savoir qu'un centre dramatique est vu en général par le bourgeois de province, on va dire, ou par le notable, comme le lieu de l'élitisme. Ce sont en général eux qui remettent en question l'existence de ces lieux. Ce n'est pas le public populaire qui va le remettre en question, c'est la bourgeoisie de province qui attend de nous un théâtre de divertissement. On va nous demander pourquoi vous ne faites pas un Feydeau quand même, pourquoi vous ne faites pas les Fourberies de Scapin. Ben oui. Et donc, on dit, moi je n'ai rien contre Feydeau, les Fourberies de Scapin, c'est juste pas notre mission. L'argent public est là pour qu'on puisse prendre des risques, pour qu'on puisse initier des nouvelles écritures, des nouvelles formes, etc. Il y a un autre type de théâtre qui va être un théâtre commercial ou privé ou peu importe, qui peut fonctionner sur d'autres paramètres. Et puis, cet argent public nous permet aussi, et ça va rejoindre votre remarque, des tarifs très bas pour qu'un certain type de gens puissent avoir accès au théâtre. Donc, le public de ces centres dramatiques, on va dire, est un public en général assez mixte, où il y a beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a des liens avec les universités, mais aussi avec les lycées, avec les collèges, et des tarifs qui permettent à des gamins, qui permettent à des gens de quartiers plus difficiles de venir au théâtre. C'est des gens qui vont petit à petit revenir. Le public change continuellement dans les centres dramatiques, surtout les jeunes. Les gens bougent, partent faire des études ailleurs, etc. Donc ce public, on doit tout le temps le renouveler. Mais c'est des gens qui vont devenir spectateurs ailleurs. Si c'est 30%, je trouve ça déjà vachement bien. Je ne pensais pas que c'était tant, pour tout vous dire. Mais de toute façon, le pourcentage de gens va rester à peu près sensiblement le même, parce que le public doit se renouveler de génération en génération, parce qu'aussi il y a des générations absentes des théâtres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à Orléans, on essaie de beaucoup travailler. Entre 35 et 50 ans, les gens vont quasiment plus au théâtre. Donc on dit oui, il y a des enfants, oui, c'est les enfants, oui, ils vont faire d'autres choix culturels le samedi soir, ils préfèrent aller au restaurant, ils préfèrent dîner avec des amis, ils préfèrent aller au cinéma. Donc il y a un public à conquérir qui est à cet endroit-là. Le public qui a plus de 50 ans ou le public qui en a moins de 20, il n'est pas si difficile que ça à trouver dans le cadre d'une saison, disons, de centre dramatique. C'est le public 30-50 qui est plus difficile. Et voilà, après, chacun trouve ses moyens pour le faire venir. Mais c'est là qu'il y a, à mon avis, une déperdition. Quand les gens commencent à vraiment rentrer dans la vie active, fondent une famille, commencent à s'installer, là, on les perd. Et donc, c'est comment, en fait, on arriverait à les fidéliser passé 25-30 ans. Tandis que ceux qui ont moins de 20, ce qui est bien, c'est qu'on peut les obliger quand on est enseignant. Ouais, voilà. Sylvie. Alors, je voulais vraiment vous remercier d'abord pour la vision très, je dirais, énergique, pleine de vitalité que vous donnez du théâtre en France aujourd'hui. Il est vrai que, en fait, David a parlé de son intérêt pour l'impureté, la nécessité d'être dans l'impureté. Laura Adler, vous avez évoqué le désir d'être dépaysé, d'être déplacé. Et également, Arthur Nosiciel a évoqué la notion de déconstruction des lieux, même pour ce fameux grand paquebot que représente le Théâtre national de Bretagne, qui a été tout refait il y a quelques années. Donc j'espère que la déconstruction ne va pas être trop brutale. Voilà. Or, effectivement, je crois que dans cette effervescence du théâtre français, il y a un rendez-vous que la France devrait ne pas rater, et qui est justement lié à ce que tu as dit en ouverture. En fait, c'est quelque chose qui a à voir avec la diversité. Je ne suis pas d'accord avec cette notion d'ouverture à la diversité. Ça me gêne beaucoup que l'on évoque la notion d'ouverture à la diversité, car la diversité, c'est nous, et on n'a pas besoin d'ouvrir le théâtre à la diversité. Je pense qu'il faut bien comprendre que le théâtre doit faire avec sa diversité.
avec la diversité, et qu'il s'agit bien plutôt de sortir le nez dehors, enfin, voilà, de ne pas être encore une fois dans cet enfermement, mais au contraire dans donc l'impureté, le dépaysement, le déplacement. Cette notion-là, elle est absolument essentielle, car on passera à côté du rendez-vous si on continue d'imaginer qu'on résoudra le problème simplement en envisageant de faire entrer des acteurs afrodescendants ou issus de la diversité, pour le dire vite, à l'intérieur des conservatoires et des écoles. C'est quelque chose qui se fait depuis déjà pas mal de temps. Ça n'est pas comme ça que les choses vont se transformer, dans la mesure où ça voudrait dire qu'on est encore dans une relation condescendante. L'ouverture A, c'est de la condescendance, c'est presque de la néocolonisation en quelque sorte. Or, si on regarde par le passé, on a dit combien c'était important l'histoire. Que ce soit Jean Vilar, Jean-Marie Serrault, Jean-Louis Barrault, ce sont des artistes qui ont travaillé avec la pensée, justement, d'un ensemble. Se dire que la société française était faite, justement, de cette diversité. Donc, je pense qu'il y a des enjeux qui sont finalement, malheureusement, particulièrement économiques aujourd'hui et politiques, qui sont effectivement liés à la façon dont, à un moment donné, on a eu un repli sur soi. Comment se fait-il qu'on était capable de faire cela dans l'articulation carrément des indépendances, avec des années 60-70, où Jean-Marie Serrault joue dans des friches, justement, avec des acteurs antillais, africains, maghrébins, des textes d'auteurs, justement, issus des colonies, entre guillemets. Donc comment, à un moment donné, ceci s'est affaissé et qu'aujourd'hui, il faille reprendre en quelque sorte. C'est un enjeu, je pense, politique et économique. J'ai un bon exemple là-dessus, c'est que le Théâtre national de Bretagne, il y a donc maintenant, je pense, à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu moins, mais je pense que si, ça doit faire ça à peu près, le comité de lecture a donc sollicité des auteurs, notamment donc Gerty Dambery, également Chamoiseau, Kofi Kwaoulé, qui ont eu des pièces donc, à écrire. Enfin, ils ont eu des commandes d'un grand théâtre comme le TNB, et aucun de ces projets n'a été produit par le Théâtre national de Bretagne. Or, ces textes-là, ils ont été joués, oui, parce que les artistes, d'autres metteurs en scène s'en sont emparés et se sont dit, nous, on a envie de monter, mais ils n'ont absolument pas trouvé d'espace public pour être joués, ces œuvres-là. Donc, ma question, c'est que comment fait-on pour avoir un vrai rendez-vous avec notre diversité? Et est-ce que, entre autres, bon, Arthur Nouziciel, vous qui allez avoir un grand théâtre à gérer, dans votre projet, comment est-ce que vous abordez cette dimension-là? La façon de l'aborder, c'est comment on peut être pédagogique sans être didactique. Et je me dis que j'ai essayé de construire, par exemple, je ne sais pas si c'est la solution, mais j'ai eu envie de construire un groupe d'artistes associés qui peut, d'une certaine façon, raconter, de par cet assemblage, ce que vous racontez. Des gens qui viennent, qui sont pour la plupart de double origine, de double nationalité, des gens qui sont écrivains et qui peuvent être aussi acteurs, des gens qui peuvent être musiciens tout en étant chorégraphes, enfin, voilà, et des gens qui sont porteurs de ça, je dirais, de manière naturelle. Après, la question est de savoir, est-ce qu'il faut une politique volontariste ou pas, et sous quelle forme on l'a. Si on parle de la politique des quotas qu'il y a eu ici, je pense qu'elle a eu un réel effet sur l'emploi d'acteurs et d'actrices à la télévision, au cinéma, que ça change forcément les mentalités. Je sais qu'en France, les gens sont très réticents à cette idée, mais je pose la question à un moment, quand il y a eu cette volonté très forte sur la parité et la représentation des femmes metteurs en scène à la tête des centres dramatiques, imposée par le ministère, tout le monde un peu ronchonné. Puis finalement, maintenant, quand je suis arrivé au CDN d'Orléans, il y avait une fille qui en dirigeait, maintenant il y en a une douzaine en 3 ans. Et en fait, il y a, je dirais que quelque chose d'un peu volontariste serait peut-être nécessaire pendant un certain temps. Moi, ce que je remarque, et vous avez tout à fait raison, ce que vous racontez, c'est qu'on a régressé en France. Et que bizarrement, de génération en génération, plus ces générations rajeunissent et plus elles blanchissent. Et que
beaucoup de collectifs ou de jeunes artistes qu'on plébiscite aujourd'hui, que le ministère va soutenir, etc., sont finalement moins inclusifs, pour reprendre des mots dans le sens de diversité, etc., qui ne sont pas des mots agréables, que les générations précédentes. Il y a quelque chose qui régresse. Et donc peut-être qu'il faudrait avoir une attitude plus volontariste, mais en tout cas, vous avez raison sur les acteurs, ça ne suffit pas, c'est aussi les metteurs en scène et les auteurs. Mais je pense qu'il y a quand même une reprise de conscience, je ne sais pas, en tout cas dans ma génération, j'ai l'impression, dans les discussions qu'on a les uns avec les autres, qui fait que les choses sont en train de bouger. Je pense que ce que Wajdi va entreprendre à la colline, je pense que le fait que quelqu'un comme Dieudonné croule sous les commandes, Dieudonné Nyanguna, précise Nyanguna. Oui, quand même. Oui. Mais l'autre pour moi n'existe pas. L'autre, il coule pas. L'autre n'existe pas. Nyanguna, oui. Enfin voilà, c'est en train quand même Enfin, j'ose espérer que c'est en train de bouger, mais c'est vrai que dans l'idéal, il ne faudrait pas avoir à le dire, il ne faudrait pas avoir à le revendiquer, il faudrait que ça se fasse juste et que ça se diffuse. Voilà. Mais... Moi, je voudrais ajouter quelque chose et je vais parler des femmes. Très rapidement, il y a eu en France une grande polémique il y a une dizaine d'années sur la politique des quotas pour faire accéder les femmes dans l'univers du politique. Et il y a eu 2 factions qui se sont terriblement opposées. L'une voulait absolument, concrètement, faire bouger les lignes de cette espèce de ring complètement inaccessible aux femmes. Et l'autre qui, au nom de l'universalisme des droits de l'homme, qui inclut donc la femme, comme Elisabeth Badinter, refusait cette politique des quotas. Personnellement, moi, je m'étais ralliée à l'universalisme, et puis force est de constater que cette politique des quotas a été très efficace. Mais elle n'a été efficace qu'un temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans les partis politiques une obligation, et si vous ne la respectez pas, chaque fin d'année, les partis politiques qui ne la respectent pas sont obligés de payer des amendes assez fortes. Les femmes ont réussi à rentrer dans le monde du politique grâce à cette politique des quotas, mais elles n'y sont pas vraiment rentrées. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, les partis politiques préfèrent payer des amendes extrêmement onéreuses pour ne pas permettre véritablement l'accès des femmes dans cet univers politique. Et d'autre part, pour faire bonne apparence, ils sont obligés soit de nommer des ministres femmes, soit d'accepter sur les listes de candidatures, aussi bien aux sénatoriales qu'aux législatives, des candidatures de femmes, mais ils les mettent toujours au bout, c'est-à-dire en fin de liste, ce qu'on a appelé les listes Shabada Bada Bada. Mais on ne danse pas et on ne chante pas, nous les femmes, parce qu'on déchante aujourd'hui. Et vous avez vu les primaires qui commencent à droite, il y a une candidature féminine. Quant aux primaires à gauche qui vont bientôt commencer, il n'y en a aucune. Donc je m'interroge... Comment ? Oui, mais c'est la seule qui est bien. NKM ? Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais mon cœur oscille entre Bruno Le Maire et NKM. Mais je n'irai pas voter. Je ne fais pas partie des gens de gauche qui vont aller voter à la primaire de droite. Mais c'est pour rebondir sur la politique des quotas. C'est-à-dire que ce que je disais à Arthur tout à l'heure, quand on ouvre la télé et qu'on arrive ici, c'est même pas une question, la diversité. Tandis que nous, est-ce qu'il nous faut une politique de quotas pour faire accéder les femmes ? Parce que c'est une histoire des mentalités, c'est inscrit profondément. Donc comment faut-il faire pour que nous soyons considérés comme les égales réellement ? Ça, c'est une vraie question et je ne sais pas du tout comment y répondre. Je voudrais juste dire un mot en réponse à Sylvie. Je suis tout à fait d'accord avec toi et pour la question de l'ouverture, bien sûr, c'est un terme mais qui était employé, je citais en gros le conservatoire là-dessus, donc, mais je suis absolument d'accord. Et d'autre part, j'ajouterais que non seulement c'est intéressant et nécessaire de travailler de la manière dont tu l'as décrite, mais aussi dans l'histoire. Et tout ce qu'on a pu faire sur le mort cruel, etc., c'est-à-dire sur le fait que l'apparition de la question de la race, etc., est, dès le XVIe siècle, une affaire de scène, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la représentation, et on a parfois à monter ça un certain nombre de surprises qui mettent très largement à l'écart les questions du racisme du 19e, comme tu le sais. Donc, il me semble que c'est un ensemble. Quant à la question des quotas, bien sûr, il y a un moment où il faut des quotas, puisque ça passe pas.
Mais c'est des mentalités à faire changer. Enfin, moi, j'avais dans La Mouette un acteur d'origine marocaine qui jouait Medvedenko. Je l'ai pris parce que c'était lui, que c'était Mounir Margoum, et que je le voyais en couple avec l'actrice qui était Adèle Haenel. C'était ce couple. Mais à chaque fois, on me demandait pourquoi j'ai pris un acteur marocain pour jouer l'instituteur qui est l'âme révolutionnaire de la pièce, qui va faire basculer le monde, etc. Et ah bah oui, non, enfin, je ne sais pas. Alors que ici, j'ai fait des spectacles, les castings sont colorblind, donc c'est comme ça, et qu'on distribue les rôles en fonction des acteurs, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau et tout. Mais c'est vrai que ça n'a pas encore suffisamment bougé en France pour que ça ne fasse plus sens. Voilà. En fait, c'est un... Et les questions... Pourtant, dans attends, les ce qui est années intéressant, 60, c'est quand j'ai montré mes spectacles, quand j'ai montré les spectacles que j'ai fait ici, où tout le monde est mélangé, en France, ça ne pose pas de problème, alors que les questions me les posent que quand je fais des spectacles en langue française. Tout à fait. Enfin, tu dis dans les années 60, pardon Sylvie, mais dans les institutions, dans les grandes institutions, enfin, pardon, mais au TNP, chez Jean Villard, il y avait qui, quoi, tu vois ? Daniel Sorano, qui était le Daniel Sorano. Georges Aminel, je travaillais avec Jean-Louis Barrault, il est rentré à la Comédie Française ensuite. Oui, mais c'est quand même... Il y avait des acteurs, et quand on distribuait Daniel Sorano... Il y en a très peu, bien sûr, on sait bien qu'il y en avait. Enfin, mon père a joué avec ces acteurs-là, d'ailleurs. Et je le sais bien. Mais enfin, est-ce que c'était si... Est-ce qu'il y a une régression Oui, il y a une régression, c'est évident. En tout cas, moi, je pense quand même que la politique, encore une fois, volontariste, paritaire, elle est quand même un pis-aller, et que politiquement, il faut la... Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. La question des acteurs sur scène, bon, les acteurs sont quand même des interprètes au service d'une pensée. Et c'est cette pensée-là que l'on doit penser ensemble. Oui, mais moi c'est pas besoin des acteurs souvent qui deviennent auteurs et metteurs en scène aussi. Hein. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le TNB n'a pas produit ces pièces-là. J'en sais rien, il faut le demander à François Lepillouer. Moi, j'y suis pas encore. Hein. Excusez-moi, mais j'y serai qu'en janvier. Oui, enfin, les théâtres qui commandent des pièces... Je viens prendre l'héritage des pères sur mes épaules, mais il y a des limites. Je pense que c'est pas... Excuse-moi, hein, je suis entièrement solidaire de la question que tu soulèves, mais je pense que la question de commander des textes à des auteurs et de ne pas les monter, c'est pas spécifique, là, en l'occurrence. Le nombre de théâtres qui fait ça, parce qu'il y a un cahier des charges, ils doivent commander des pièces à des auteurs, et ben pour le coup, ils préfèrent les payer plutôt que de les monter. Dernière question, je dois faire la police. Nicole. Il y a une dame qui essaye de poser une question depuis au moins une demi-heure. Oui, je crois que c'est Nicole. C'est Nicole, oui. Oui, bonjour. Bon, même chose. Merci déjà pour le brassage des idées avec recherche philosophique, recherche de sens, partage humain au théâtre. Tout est théâtre. Ça fait plaisir d'entendre. Partage du sensible. Oui. J'ai une question plus précise pour, par exemple, Arthur ou des directeurs de théâtre. Hier, vous parliez de la France comme terre d'accueil. Et justement, on va de plus en plus au théâtre en France, peut-être pour dépasser des peurs d'un avenir complètement incertain. Ça ressemble aussi beaucoup aux années 60, c'est vrai, où il y avait plein d'activités, plein d'initiatives spontanées. Je voulais savoir par rapport, par exemple, il y a de nombreux immigrants qui arrivent en France ou en Europe. Et au niveau de l'international, comment vous allez parler à ces gens ? Quand est-ce qu'on va avoir une pièce qui sera surtitrée en... Je n'ai plus le nom de la langue, mais la langue pratiquée en Syrie ou une autre langue. Comment vous allez obtenir des fonds pour traduire vos textes, vos écritures, pour qu'elles puissent être accessibles à l'international? Est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Oui, je ne suis pas toujours très Nicole, parce bonne que pas pour comprendre. Tu veux dire, c'est pour sortir de France et se faire entendre pas ailleurs? Sortir de France, c'est se faire entendre par des gens qui viennent en France et qui ont besoin de s'intégrer, qui ne maîtrisent pas forcément, qui ne vont pas aller spontanément au théâtre écouter une pièce en langue française ou d'un texte en français. Quand est-ce que vous prévoyez dans le futur des expériences qui pourront être accessibles à ces personnes? Il faut faire comme Tom Bishop, il faut apprendre le français. Voilà. En un an. Non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle mesure le théâtre peut répondre à tout et à toutes les... Mais... 6 mois. Nicole,
Je ne sais pas par quel bout prendre cette question. Mais ils auront besoin d'expériences aussi, de partager des expériences au théâtre, par exemple. Mais ça, c'est des choses, c'est le travail qui est fait dans plein de lieux avec les associations. Ça passe sur des choses très concrètes. Je pense, il y a beaucoup d'expériences qui sont de l'ordre de l'atelier d'écriture, qui sont aussi des choses où le théâtre, des ateliers de théâtre, vont beaucoup d'associations. Ça se fait beaucoup, oui. Oui, je pose ça la se fait question. beaucoup il existe dans plein d'endroits en France d'ailleurs des formes on va dire d'ateliers qui sont mis en place par des centres dramatiques et des associations ou des fois qui vont faire en sorte que des gens, mais c'est pas juste ces réfugiés syriens dont tu parles. Enfin, je veux dire, c'est oui, parce que là, ça me paraît un peu réducteur, les réfugiés syriens. Pardon, mais nous sommes obligés de terminer. Ouais, donc il est 1h moins 1, donc on va... Revenez à 2h30, voilà. Nous reprenons à 2h30. Merci. Et merci d'une séance absolument formidable. Enfin, moi, je vais quand même finir de répondre à Nicole, parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Et parce que ça peut être quelque chose qui est quand même intéressant. Parce que posséder la langue, accéder à la langue, c'est un moment pouvoir reprendre le pouvoir sur soi-même et sur le monde dans lequel on est. Donc c'est important, l'accès à la langue et au langage. Et le théâtre peut avoir cette dimension-là, c'est-à-dire d'aider les gens à se réapproprier la langue. Parce que si on parle d'identité, si on parle de quelque chose en commun en France, qu'est-ce qui fait le lien entre nous tous et nous toutes? C'est la langue. Et se réapproprier la langue, c'est se réapproprier aussi son rapport au monde. Et en ce sens, Nicole, il y a des associations, il y a des gens de théâtre et des associations qui travaillent ensemble afin de permettre à des gens qui ne sont pas dans la maîtrise, on va dire, suffisante et nécessaire de cette langue française, d'y accéder via le théâtre. Ça existe. 1h pile, 25 secondes, c'est bon, comme on dit sur CNN. Merci beaucoup.